On est ici dans un projet qui est à l'initiative du Parlement francophone bruxellois et de Magali Plovy, présidente de la COCOF, en collaboration avec les ambassadeurs d'Action citoyenne, qui est une association de jeunes qui travaille l'émancipation de la jeunesse par la prise de parole. On est dans un projet qui vise à créer une rencontre dans Bruxelles, à créer un amour pour les mots, un amour pour le débat, un amour pour l'esprit critique. Avec les jeunes, les ambassadeurs, on a été à la rencontre de 7 écoles différentes sur Bruxelles. On a voyagé, on a été à Anderlecht, on a été à Forêt, on a été à Ixelles. Et on a rencontré des jeunes de 5e et 6e secondaire. Ils ont tous et toutes eu une première animation d'introduction à la prise de parole. Ils ont adoré, et puis ils se sont donné rendez-vous pour une journée interscolaire. Et ils ont rencontré d'autres jeunes, des jeunes d'autres communes, des jeunes d'autres systèmes d'enseignement à Bruxelles, des jeunes d'autres cultures, des jeunes d'autres milieux. Et ils ont continué la formation, l'initiation à la prise de parole. Et aujourd'hui, ils sont venus, ce soir, après un long concours, après de longues préparations, après de longs coachings, pour vous dire ce qu'ils ont à dire. Grâce à un jury qui est divers, varié en compétences, en regards, mais bienveillant pour tous et toutes, ils vont ce soir être évalués, être entendus, être écoutés sur des thèmes et des positions imposées. On adore cet outil. Cet outil s'appelle l'outil de la joute verbale. Je ne sais pas si quelqu'un connaît dans la salle. Levez la main si c'est oui, non. Ok, quand même. Ces jeunes ont eu le choix, au début du concours, ils ont eu la possibilité de prendre un sujet et une position. Par exemple, l'ordre doit-il régner? Et ensemble, à deux, particularité de ce concours, ils ont défendu, si oui, l'ordre doit régner. Alors oui, l'ordre doit régner parce que. Et ils sont ce soir devant vous parce qu'ils ont convaincu un jury. Ils étaient 13 binômes, aujourd'hui ils ne sont plus que 6. Et aujourd'hui, avec un sujet imposé et une position imposée, ils vont répéter l'exercice. Alors les sujets sont vraiment pas faciles. Ils ont eu à peine 10 jours pour les travailler. Ils ont eu la vérité est-elle tyrannique? Faut-il détruire pour reconstruire? La désobéissance civile est-elle légitime? Alors des sujets qui, en repas de famille, créent du débat. Alors imaginez pour des jeunes de 5e secondaire à la veille des vacances. Et on a le luxe aujourd'hui d'avoir, comme je vous l'ai dit, un jury de qualité pour décider qui remportera le concours du banc au Parlement 2023. Et pour commencer, j'accueille Magali Plovy à l'initiative du concours. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour d'abord à la maîtresse de cérémonie et puis aux membres du jury qui vont se présenter par la suite. Ici aux participants et aux participantes, aux ambassadeurs et aux ambassadrices d'Expression citoyenne, aux professeurs, mais aussi à des députés qui sont là ce soir avec nous. Merci à eux d'être présents. Alors je suis ravie de voir se tenir ce soir la finale de la 3e édition du projet du banc au Parlement. Du banc au Parlement est une collaboration entre le Parlement francophone bruxellois et l'association Les ambassadeurs d'Expression citoyenne qui a démarré par des ateliers d'initiation aux joutes verbales au sein des écoles, qui s'est poursuivi avec des ateliers interscolaires et qui se clôture ce soir avec cette compétition. On vous a déjà tout ça bien expliqué avant moi. Ce projet s'inscrit dans notre programme citoyenneté. C'est important d'avoir dans la citoyenneté, dans notre programme citoyenneté, un volet d'expression, de savoir défendre ses idées. Et donc, la volonté d'ouvrir notre Parlement aux citoyens et aux citoyennes en créant des espaces de discussion, de rencontres, et donc de faire découvrir à des élèves d'écoles bruxelloises l'art de l'argumentation, mais aussi de mettre en avant la culture du dialogue et du débat, et enfin de contribuer à développer l'esprit critique, très important, surtout dans notre société. Alors j'aimerais féliciter déjà à l'avance les 6 binômes qui s'apprêtent à prendre place au sein de cet hémicycle pour nous livrer les textes qu'ils préparent soigneusement depuis 2 semaines. Je vous félicite d'être arrivés déjà jusqu'ici et bravo vraiment à eux. Je me réjouis de les entendre sous peu. Alors je souhaite également profiter de l'occasion pour remercier au nom du Bureau du Parlement nos partenaires de cette aventure, l'association des ambassadeurs d'Expression citoyenne qui ont coaché, suivi
et encourager les jeunes. J'aimerais remercier les membres du jury aussi, qui nous font l'honneur de leur présence. Et enfin, j'aimerais remercier les professeurs, dont certains et certaines sont présents parmi nous, pour leur engouement et leur confiance dans le projet. Alors, Victor Hugo a écrit un jour que la vraie et grande éloquence est celle dans laquelle, même au moment calme, on sent le grondement d'une foudre. Je pense que ça va nous inspirer pour ce soir. Et sur ces mots, je laisse donc la suite avec toi, la maîtresse de cérémonie. Merci beaucoup. Ici, c'est sûr qu'il n'y aura pas de raté. Merci beaucoup, Magali. Et on va continuer la présentation du jury avec notre deuxième membre, qui est Karim Akalay. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Karim Akalay, je suis réalisateur photographe. Je suis cofondateur de Débloc, un projet pluridisciplinaire, d'art pluridisciplinaire. Aujourd'hui, justement, je vais juger en tout cas. On va... De quoi ? Évaluer. Oui, évaluer, avec ma casquette de réalisateur, où je vais plus mettre l'accent sur la présence scénique, la manière dont ça va être authentique, mais authentique aussi de la manière dont ça va être habité. Donc ces aspects-là, les aspects de fond aussi, sur la manière dont ça va être défendu. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte en tout cas de vous écouter, mais pour l'instant, franchement, déjà bravo à ce que vous avez fait. Déjà de venir jusqu'ici, c'est franchement top, quoi. Donc voilà. Pour présenter notre troisième membre du jury, j'aimerais vous introduire Julie Lombé. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, mon nom c'est Julie Lombé. Je suis slameuse, performeuse et je suis membre du collectif liégeois El Slam. On est des slameuses militantes, c'est-à-dire que pour nous la question du genre est une question qui est centrale dans notre développement artistique. Et aujourd'hui, ce à quoi je vais être attentive, vu que c'est la question qui nous est posée, c'est au-delà des arguments, au-delà vraiment du fond, c'est est-ce que vous allez être capable de nous amener un peu de poésie ? Est-ce que vous avez une vision ? Est-ce que vous avez de la hauteur ? Est-ce que vous avez de la profondeur ? Est-ce que vous avez une musicalité dans ce que vous proposez ? Moi, c'est à ce que je serai en tout cas très attentive en vous écoutant et je me réjouis d'ailleurs toutes et tous de vous entendre. Et enfin, le jury de ce soir ne sera pas complet sans la présence de Zélie Sels. Bonsoir, comme l'a dit Fatima, je m'appelle Zélie Sels et je travaille pour le moment chez les ambassadeurs d'expression citoyenne, donc qui sont partenaires du projet. Mais je suis également comédienne de formation où parfois, de temps en temps, je suis sur scène et je fais cet exercice difficile qui est de prester et de partager quelque chose à un public. Donc ce soir, je serai tout particulièrement attentive à l'urgence et au fait que les jeunes qui prennent la parole ne la prennent pas en vain et ont vraiment quelque chose à nous transmettre et ont vraiment travaillé sur qu'est-ce que j'ai l'opportunité de prendre la parole devant un public divers et varié à ce que je vois, qu'est-ce que j'ai envie de leur partager. Merci. Merci à vous, cher jury. Vous avez la lourde tâche de donner 2 prix aujourd'hui, alors qu'ils sont 6 binômes à se présenter. Le prix du jury, c'est-à-dire, selon vous, le binôme, la prestation qui était la plus complète en termes de fond, en termes de forme, en termes de message, et puis le prix du Parlement. Le prix du binôme, pour le binôme qui a été pour vous le plus dans le message, le plus dans l'engagement. Mais, cher public, vous aussi, vous devez voter. Vous avez l'occasion cette année de désigner, selon vous, qui remportera le prix du public.
À l'entrée, on vous a distribué normalement des petits bulletins de vote. Si vous n'en avez pas reçu, pas de souci, on vous en donnera à la fin, avant le débriefing et avant les résultats. Donc vous aurez l'occasion également de voter. Et on a hâte de voir si en fait votre avis corrobore avec l'avis du jury. Avant de commencer, on voulait également remercier les enseignants et les écoles, sans qui ce projet n'aurait pas pu avoir lieu. On sait que les professeurs, les enseignants, les écoles ont beaucoup de travail, beaucoup de charges mentales. Et sans eux, sans leur collaboration, sans l'espace qu'ils font à la prise de parole, à cette volonté qu'ils ont de pouvoir donner toutes les opportunités à leurs jeunes, nous, sans eux, on n'est rien. Alors, avec vos applaudissements, j'aimerais remercier l'Athénée Royal d'Ixelles, j'aimerais remercier l'INRACI, j'aimerais remercier le lycée La Retraite, Franz Fischer, l'Institut des Sœurs Notre-Dame et enfin le Collège Roi-Baudouin. Et maintenant, on attend tous la première joute. La première joute a pour intitulé « La désobéissance civile est-elle légitime ?» C'est pas facile, questionner les mots, désobéissance civile, légitimité selon quoi, selon qui, pourquoi ? Eh bien, pour la position pour, ils sont deux à nous l'expliquer. Pour dire oui, nous avons Lina et Issam. Issam, quand tu lui demandes à Issam, mais en fait, Issam, qui es-tu ? Voici comment il se présente. La première chose qu'il vous dit, c'est « je suis dyslexique ». La deuxième, « j'adore l'automobile ». Et la troisième, « je rêve d'avoir une Porsche GT3 RS ». C'est ça ? Ok. Lina, quant à elle, elle a la plume magique, elle a l'amour de la littérature. Et Lina, elle vit carpe diem. Son objectif dans la vie, c'est d'arriver à demain. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Lina et Issam. Légitime, raison du cœur. Légitime, régence d'humanité. Légal de jurisprudence. Légal de normes. Alors quand sentiment s'exprime en dépit de la loi, n'est-ce pas simplement humain ? Humain, vous comme moi, je ne vous apprends rien. Sommes imparfaits. Sans cela, la perfection n'aurait pas le luxe d'exister. Et ainsi, tous seront similaires. Nous, qui toujours avons brillé de par nos failles, ne pouvons pas constamment filer droit. Outre une marionnette, qui aimerait à le nier. Un épouvantail faisant fuir jusqu'à ses propres pulsions peut-être. Pour en revenir aux pulsions chez l'humain, prenons notre cher Freud. Ce dernier dit, en très simplifié, que l'inconscient de tout humain est constitué de 3 entités, le ça, le moi et le surmoi. Le ça représente les pulsions donc naturelles et d'une réalité commune. Le surmoi sont les normes intégrées et normalisées par l'individu. Tous deux s'expriment sur le moi représentant la personne qui doit trouver un équilibre. Il serait donc légitime et normal que parfois pulsion s'exprime. Sentiment plus que pulsion, demeurant dans le temps, engendrant toute beauté, ne devrait être bridé par quelconque loi. Imaginez simplement la haine que pourrait ressentir une mère ayant vu son enfant se faire assassiner devant ses yeux. Il serait légitime pour elle d'aspirer à la loi de Talion et tenter de faire justice de ses mains. Les sentiments, en tout temps et en tout lieu, n'ont eu de cesse de dicter ses actions à l'être humain, et de par leur ardeur souvent, pourraient jusqu'à outrepasser lois, qui en comparaison ne sont qu'accords établis entre des gens inconnus aux dits individus, avant même sa venue au monde ou sa détresse sentimentale. Mais laissez-moi vous demander si ce ne sont pas les lois qui revêtent un caractère légitime. Si elles l'étaient toutes, elles ne pousseraient jamais à la délinquance de masse. Prenons pour exemple la France sous Louis XVI. Ce dernier ne faisait payer d'impôts aux nobles et religieux. De fait, le bon peuple se révolta et mit à bas son régime en pleine légitimité. Et certes, élément du passé, mais demeure d'actualité. L'article 49, alinéa 3. Cela ne vous évoque donc-il rien ? Même contrée, autre époque, même situation. De fait, si la loi favorise une minorité élitiste, il en convient de bonne logique et foi que la majorité abusée se révolte pour gain de leur plein droit. Les lois devraient donc respecter l'humain et sa pleine capacité à ressentir, car qu'incombe simple texte de loi, sentiments auront toujours l'ascendant sur le législatif. Ainsi, transgression est humaine. Attention, nous ne prenons ni anarchie ou autre forme de désordre. Loin de là, nombre de crimes se doivent d'être punis.
Tout n'est pas acceptable sous prétexte d'humanité ou de pulsion. La légitimité n'est qu'un jeu complexe de perception. Prenons l'image d'un génocide, celui des Ouïghours. Plus qu'une simple haine, légitimité des bourreaux n'existant que pour la croyance d'une supériorité culturelle. Mais plus profondément, ils ne sont sans doute que submergés par une peur irraisonnée de l'autre et de la perte de leurs propres us et coutumes. Ils se sentent légitimes. Ne sont que tortionnaires de la perception des torturés, et humainement sont d'infâmes monstres. De fait, la légitimité du criminel n'a pas de poids, mais autre part que dans des cas extrêmes, comment pouvons-nous avoir la prétention d'interférer dans l'interprétation de la réalité d'autrui? Alors moi, humaine, Alors moi, humain, devrais-je payer de ne savoir me contorsionner entre loi et mœurs? devrais-je payer le prix de ma liberté en n'exprimant jamais aucune de mes pulsions? Devrais-je payer en plus de ma culpabilité face à mes dérapages? Si votre réponse est oui, Alors, vous ne valez sans doute pas mieux que bourreau fauchant innocent. la légitimité, à l'image d'un ciel nocturne, est parsemée d'étoiles, synonyme de possibles interprétations. Loi étant soleil, balaie tout cela sans modération. Moutons diurnes, souvent se languissent de leur propre soumission. S'anesthésiant ainsi d'émotions. Quant à nous, simples astres perdus, avons pour eux une dévotion, voire mots qui perdurent et fanent, apporter salvation. Ouais, c'est ça. Tiens. Bravo aux deux. Le plus compliqué, c'est de passer en premier, et je pense qu'ils l'ont fait ce soir avec brio. On va bientôt accueillir les opposants, ceux qui disent non. La désobéissance civile n'est pas légitime. On aura, pour ce faire, Mathieu et Vittorio, appelés plus communément Vito. Vito aime regarder des animés. Vito aime jouer aux jeux vidéo. Il aime aussi le sport, mais lui, sa réelle passion, c'est l'art et le théâtre. Il ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard, malgré toute cette panoplie d'activités. Mais ce qu'il sait absolument, c'est qu'il veut être au contact des gens. Mathieu, quant à lui, n'a que 17 ans. Et à 17 ans, il rêve déjà d'études de droit. Il s'est lancé dans l'aventure du banc au Parlement parce qu'il voulait sortir de sa zone de confort. La prise de parole, ce n'était pas son truc, mais aujourd'hui, devant vous, ça l'est. Vito et Mathieu.
Bravo Vito, bravo Mathieu. Merci pour cette prestation. Et c'est ainsi que se conclut notre première joute. Et c'est ainsi que commence notre deuxième joute. Nous allons accueillir, malheureusement, non pas 2, mais un jeune homme. Son comparse n'a pas pu venir en dernière minute, mais malgré tout, Lucas a tenu bon et a tenu à venir. Lucas, ainsi que le binôme qui suivra, ont eu un sujet assez particulier. La vérité est-elle tyrannique ? Alors souvent, les adultes nous disaient qu'il fallait dire la vérité, mais en même temps, nous disaient que Père Noël existait. Eh bien, Lucas va nous dire que oui, la vérité est tyrannique. Mais Lucas, avant tout, qui c'est ? Lucas est un jeune homme de 18 ans. Il est passionné par l'astronomie et, de manière générale, par les belles choses de la vie. Le but de Lucas dans la vie, quand on lui demande, c'est pas d'avoir un métier, c'est pas d'avoir la plus belle des voitures. Le but de Lucas, quand tu lui demandes, c'est, mon but, c'est faire rêver le Lucas d'hier en lui montrant le Lucas de demain. Je vous demande d'accueillir Lucas. Est verum tyrannicum, la vérité, du latin veritas, dérivé de verus, vrai. Antonyme dynamical, du latin severus. Severus rogue ? Non, bien sûr que non. La vérité est synonyme de réalité. Elle est représentative de ce qui est visible ou démontrable. Vérité, je suis heureux d'être là ce soir avec vous. Mais comment vous le démontrez ? Pour être franc avec vous, j'ai une intoxication alimentaire depuis vendredi passé et j'en fais encore les frais. Pour vous offrir ce texte, j'ai dû écourter mes nuits, bien que déjà très courtes vu l'état instable de mon estomac. Il est le fruit de sueur et de souffrance, et ce, au sens littéral du terme. Mais si mon corps et mon âme permettent à mes entrailles de vous partager quelque chose de bien plus philosophique et transcendant que mon repas de la veille, je pense que le jeu en aura valu la chandelle. On pourrait penser à tort que toute vérité n'est pas forcément démontrable, mais je vous prouverai que vous avez tort avec une simple citation. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Vous avez désormais repris conscience de la réalité des choses ? Tant mieux. Qu'en est-il de la signification de la tyrannie ? Elle signifie le pouvoir absolu. Le tyran exerce généralement la terreur. Il dirige en faisant le mal, sans pour autant être foncièrement mauvais, puisque les maux provoqués n'émanent pas d'une volonté de faire le mal, mais ne sont que conséquences de ses actes. La première question, nous sommes donc suite à ça sujets à nous poser 2 questions. La première qui nous taraude, est-ce que la vérité possède un pouvoir absolu ? Très certainement, puisque tout lui est dû. La vérité vient toujours s'imposer tôt ou tard, qu'importe le sommet à atteindre, et ce, sans contrainte, tel que moi, ne cherchant à feindre pour vous convaincre, puisque trop simple d'enfreindre et d'emprunter ce rôle de dupeur et de duper celui qui me fait face. Double face, je pencherai plutôt du côté du double pile. L'aigle royal, prédateur des prédateurs, constamment à la recherche du sommet surplombant l'entièreté de son territoire. Son but ? Avoir une vision d'ensemble pour imposer sa suprématie, reprendre ce qui lui est dû. Mais que lui est-il réellement dû, si ce n'est ce qu'il prend la peine de prendre ? La vérité est donc un aigle, ou l'aigle est vérité. Il ou elle domine et reprend son dû. Et lorsque la vérité aime, la vérité prend. Si j'aime quelque chose, je le prends. Peu importe le temps ou les moyens qu'il me faut pour y parvenir. Si je t'aime, si je te veux, je t'aurai. La seconde question ayant pris position est sans doute, est-ce que la vérité nous évoque la terreur ? Alors je vous pose la question, est-ce que la vérité vous évoque de la terreur ? Eh bien, dans une grande majorité des situations,
La réponse est affirmative. 17 febbraio 1600, Campo dei Fiori, Roma, Italia, morte di Giordano Bruno. La cosa? Il affirmait que l'univers était infini. The 4th of April 1968, Lowen Motel, Memphis, Tennessee, United States. Assassination of Martin Luther King. Sorry. The reason? Il se battait pour l'égalité raciale. Oseriez-vous remettre en cause le fait qu'ils avaient raison? Pas le moindre du monde. Pourtant, malgré la véracité de leurs propos et de leurs combats, certains l'ont fait. Pour le premier, ils l'ont immolé sur la place publique. Pour le second, assassiné de sang-froid. L'humain craint la vérité depuis la nuit des temps. Il craint la vérité puisqu'elle lui demande d'ouvrir les yeux, d'accepter la vérité. Accepter la vérité revient à accepter de changer, à accepter que l'on a eu tort. Le monde dans lequel nous vivons est d'ailleurs constitué d'un paradoxe assez marrant. Tout le monde a tort, mais personne n'ose l'avouer. Personne n'ose se l'avouer. On sait pertinemment que tout aurait été plus simple dans votre vie amoureuse si votre ex avait fait preuve de bon sens en vous avouant ses torts. Revenons-en à notre question de départ. La vérité est-elle tyrannique? Schopenhauer présente dans son livre L'art d'avoir toujours raison, la notion de dialectique héristique. En allemand, héristische Dialektik. En japonais, Seikona Benshō. En russe, pardonnez-moi. Cette notion de dialectique héristique est très intéressante puisqu'elle représente la ruse dont on fait preuve pour feinter avoir raison. Ce système s'oppose à la logique, à l'analytique, à la recherche même de la vérité. Vous savez tout aussi bien que moi que lors d'un débat, on recherche surtout à avoir raison. On entre dans un conflit d'ego. Peu importe lequel de nous deux a raison. Peu m'importe d'avoir tort tant que j'arrive à triompher en te convainquant que tu as tort et que j'ai raison. Machiavel possède lui aussi une thèse à ce sujet qui est somme toute très véridique. Dans sa thèse, il nous présente le fait qu'il est naïf lors d'un débat de céder la raison à son interlocuteur, et ce pour plusieurs raisons. Prenons différents cas de figure. Je possède la vérité, mais je fais face à un adversaire qui, lui, ne recherche qu'à avoir raison. Dans un élan de bon soupçon, je lui concède la victoire et me remets en question. Stupidité. Un autre exemple. Il semble avoir raison et je lui cède la victoire en pensant qu'il en fera de même lorsque mon tour viendra. L'humain est bien plus fourbe que vous ne le pensez. Un débat est une zone de guerre. Et en guerre, seul le parti le plus tyrannique emporte la victoire. Emporte la vérité, quitte à ce qu'elle soit erronée. La vérité, quel tyran. Non, mais sincèrement, vous est-il déjà arrivé de rechercher autre chose que la vérité? Certains me diront que l'amour rend aveugle et que lorsqu'on aime, peu nous importe de savoir si l'amour qu'on nous porte en retour est sincère et que de ce fait, la vérité nous importe peu. À ceux-ci, je leur répondrai qu'être rêveur est une belle chose. Une belle chose, jusqu'au jour où le rêve nous élève si haut que nous finissons par effleurer le soleil d'assez proche pour nous brûler les ailes. Bravo Lucas, 1000 fois bravo. Et puisque le oui a été dit, le non doit également se faire entendre. Et le non va être dit par Wissam et Roman. Wissam et Roman est un binôme solaire. Wissam a 18 ans. Wissam, quand on lui demande ce qu'il aime, c'est la photographie, il aime nager, il aime les sciences. Et Roman, elle, aime la musique, les arts, la psychologie, le voyage, la liberté. Mais ce qui rend ces journées plus paisibles, c'est de se dire que chaque jour, un homme naît avec un bon fond. Je vous demande d'accueillir Wissam et Roman. Et ainsi, nous déclamons.
La vérité, c'est l'acceptation de la réalité, l'assumer afin de l'assimiler. Ce n'est pas une oppression, c'est simplement notre fondation. Où est la tyrannie ici? La tyrannie, la voici. Elle présente un caractère oppressif et autoritaire qui cherche à atteindre son propre bien-être. Ce pouvoir de vérité, cela fait des décennies que nous voulons l'acquérir. Maintenant que la parole se libère, nous ne voulons rien d'autre que la fuir. Brandissons-la et acceptons ses bienfaits. Jamais plus l'incriminer d'oppresser la santé de nos esprits. Voilà notre combat aujourd'hui. Vous dire à quel point la vérité est loin d'être une tyrannie. Nous sommes deux face à vous aujourd'hui pour clamer l'importance de l'honnêteté. Mais je sais pertinemment que si vous pouviez nous rejoindre sur cette estrade, vous la clameriez de la même manière. Cette vérité nous construit. Elle est la raison pour laquelle vous avez écarté certaines personnes de votre route et accompagné certaines autres sur le long périple qu'est votre vie. Jamais les faits n'ont voulu être ramassés, modifiés ou erronés. Jamais les faits n'ont voulu être faux. Vous souhaitez un discours transparent, l'entièreté d'une personne, et que celle-ci puisse vous regarder droit dans les yeux en vous disant « Tu peux me faire confiance. » La cible finale n'est-elle pas de pouvoir être sûr de soi? De savoir que notre histoire est réelle et a réellement compté? La vérité nous procure cela. Elle nous procure la certitude de ne pas avoir eu un voile sur les yeux. Comment pouvons-nous associer un besoin primordial à notre santé mentale à la tyrannie? Nous fuyons le mal, nous l'évitons afin d'être sereins. La tyrannie est néfaste, toxique et étouffante. Cela serait paradoxal de chercher à tout prix l'évidence et de crier à la fois que celle-ci est dominatrice, pas vrai? Je ne veux pas que l'on m'oppresse, je ne souhaite pas que l'on me mente. Je rejette la tyrannie. Je veux que l'on me libère, je souhaite que l'on soit intègre. J'élève la vérité. Je veux être libre du savoir. Qu'une vérité soit bonne ou mauvaise, je veux en avoir la possession. Comme une pièce que je peux décider d'utiliser ou de garder, comme une pomme que je peux croquer ou conserver, ou même comme une mauvaise interrogation que je peux montrer ou éventuellement cacher. Nous ne cessons de chercher cette vérité qui nous obsède tant et qui motive la force de notre avancée et de notre développement. Comment peut-on être libre si le savoir nous opprime? Soyons rationnels, c'est impossible. Pourquoi la conséquence de la vérité serait un crime? Mais permettez-moi de vous dire ceci. Chacun d'entre vous est responsable du mal infini, alors laissez la vérité en dehors de cette injustice de la vie. J'ai beau remuer ciel et terre, paix et guerre, ainsi que tout l'univers, je ne sais comment accéder à ce parfum de liberté sans connaître la vérité. L'ignorance limite la liberté de l'homme. Elle l'enferme dans une cellule, comme celle d'Al Capone. Alors dire que la vérité est tyrannique, ne serait-ce pas dire que la source de la liberté même est oppressante? Or, nous savons tous ici que la liberté est en opposition totale avec l'oppression. J'ai peur. Il m'oppresse. Il m'observe. Il m'empêche d'évacuer ce stress, cette ombre, cette corruption, devenue banalité dans la plupart des bouches, le mensonge. Celui qui m'a fait croire que la vérité n'était pas acceptable, qui hante la plupart de mes songes, qui rend ma réalité superficielle, mais plus agréable. Trop souvent, j'en ai voulu à la vérité d'être. J'ai pointé mon index vers cette dernière, alors que c'est cette contre-vérité qui aurait dû être traitée de traître. La vie m'a été ainsi donnée, à prendre ou à laisser. Je l'ai prise, mais je l'ai embellie, j'ai menti. Bon nombre de fois, j'ai caché la vérité, parce qu'elle paraissait trop cruelle. J'ai fui ce que je ressentais, ce que je voulais, parce que j'avais peur que la transparence rende mon existence opaque.
Si j'avais été honnête, je n'aurais eu peur d'aucune conséquence. Mais maintenant, cette épée de Damoclès me menace à chaque instant. Et j'ai peur. J'ai peur que ce que j'ai occulté soit examiné à la loupe. Si seulement j'avais dit la vérité, si seulement on m'avait dit à quel point son antonyme était tyrannique. Messieurs, mesdames, une vérité fait mal une fois, mais une âme brisée par le mensonge, ça ne se guérit pas. Toutes mes condoléances, cher public. Vous venez de perdre un proche à l'instant. Votre cœur a sauté un battement et vous accusez cette vérité d'être un tyran? Honnêtement, il n'y a aucune manière de l'annoncer doucement. Vous en voulez à cette phrase d'avoir été prononcée et à l'univers de la faire exister. Le fait est que ce n'est pas discutable. C'est la vérité et celle-ci fait mal. Elle fait mal parce que le fait est épouvantable. Pouvez-vous m'en vouloir de vous l'avoir annoncé? Pouvez-vous en vouloir à la vérité de devoir porter un tel fardeau? Je ne saurais que trop m'avancer, mais ce n'est pas celle-ci notre fléau. Je m'excuse auprès de la vérité, de l'accuser quand la réalité de l'action est trop lourde à porter. J'aurais dû me douter qu'elle était innocente, plongée dans ce sang qui me tourmente. J'aurais aimé que l'on me dise que la tristesse de la vérité ne tue pas l'enfant de mes pensées. J'aurais aimé que l'on me dise que le mensonge de l'homme ne tyrannise pas la confiance de l'âme, qu'il ne heurte pas le cœur de la femme. J'aurais aimé que l'on me dise toutes ces choses évidentes, sans pour autant les décréter déchirantes. Au final, j'aurais aimé que l'on me dise que vous, cher public, acceptiez l'inexistence de la vérité tyrannique. Voilà. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Bravo. Je n'aimerais vraiment pas être à la place du jury. Et je vous demande à vous, cher public, d'attendre avant de voter parce qu'encore 2 binômes nous attendent. Pour le prochain sujet, il y a débat. Il y a débat parce que les définitions ne sont pas encore posées. Et on attend, en tout cas j'attends, des binômes suivants à nous expliquer les termes. Faut-il détruire pour reconstruire? Pour dire oui, nous avons Othman et Wassim. Othman et Wassim, duo de meilleurs potes. Othman est quelqu'un de curieux. Grâce à cette curiosité, il s'intéresse à tout, il touche à tout. Et selon lui, son extravagance et sa sociabilité l'aident à s'intégrer partout. Wassim, lui, a pour passion les sports de combat. Mais aujourd'hui, il s'intéresse au sport des mots. Son plus grand rêve, c'est d'amener ses parents en Terre Sainte, pour qu'un jour, il puisse leur rendre ce qu'il a reçu de leur part. Je vous demande d'accueillir Wassim et Othman. Pour, faut détruire, reconstruire. Détruire. La plupart d'entre nous associent la destruction à la suppression d'une chose ou d'un objet. Il est possible de considérer la destruction comme la transformation d'une forme sans perdre sa source d'origine. Comme nous l'a si bien dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Selon cette perspective, la destruction peut être considérée comme la forme initiale qui sera reconstruite sous une autre forme.
Afin de matérialiser cette idée, remontons il y a de ça 13,8 milliards d'années. L'univers, bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, il était concentré en un seul point, appelé la singularité, qui a été détruite par le Big Bang. Néanmoins, cette destruction a conduit à une transformation qui plus tard donne naissance au berceau de l'humanité. Dès lors, la destruction peut être considérée comme une étape majeure dans le processus de la reconstruction. Conformément à la thèse qu'Othman vient d'exposer, la destruction ne fait pas référence à la suppression d'une chose ou d'un objet. C'est intrinsèquement la modification d'une forme sans perdre sa source d'origine. Je ne vous apprendrai certainement rien en vous disant que ce phénomène se produit en effet bien plus souvent qu'on ne le pense. La reconstruction après une guerre nécessite la rénovation de bâtiments et d'infrastructures endommagés. En effet, c'est ce qui permet au peuple de recommencer et de reconstruire quelque chose de plus grand, plus utile et plus impressionnant. En groupe ou seul, face à une pile de blocs ou de cartes que nous avons empilées les unes sur les autres, ne nous sommes-nous tous pas passés par cette étape de modification de la tour pour en construire une plus grande ou même plus ahurissante? Cette idée conceptuelle de la destruction nous berce depuis notre plus tendre enfance. Mais ne nous mènerait-elle pas pour autant vers une illusion volontaire? Ne serait-elle pas appropriée un sens qui serait traître à la réalité? Une réalité à la fois scientifique mais également sociale. Nous avons tous des rêves lors de notre scolarité. Certains ont été enterrés, d'autres détruits, mais jamais oubliés. En réalité, cette conséquence n'est que le fruit du travail d'un État qui œuvre à ce que le système scolaire soit considéré comme le héros de tous les étudiants. D'après mon expérience personnelle, l'expérience d'ailleurs de tant d'autres étudiants, la deuxième année du secondaire est une année déterminante où la structure éducative décide de l'orientation en fonction des lacunes de chaque élève. Dans mon cas, je souffre de dyslexie. J'ai remarqué que le système scolaire était plus centré sur le contrôle des notes plutôt que sur la reconnaissance des compétences de l'élève. Cela a eu un impact négatif sur ma confiance et mes compétences en écriture, ce qui a affecté ma capacité à m'adapter au milieu professionnel. Cependant, je suis heureux de vous dire que les ambassadeurs ont réussi à insuffler un espoir à mon rêve qui a été détruit. Néanmoins, ce rêve qui fut détruit par le système scolaire est en train de renaître petit à petit. Il a été détruit pour mieux être reconstruit. Tout cela a l'air un peu abstrait. Prenons une vision un peu plus terre à terre. Une maladie très répandue dans le monde touchant pas mal de familles. Pour faire face à cette dernière, les médecins se trouvent dans l'obligation de traiter celle-ci via une destruction de cellules pour faire place à une reconstruction de nouvelles cellules saines. Nul ne pourra reconstruire cette nouvelle cellule sans être passé par une chimiothérapie qui, elle, en atteste de la nécessité d'une destruction pour se reconstruire. La destruction transforme et reconstruit comme le Big Bang l'a démontré. La destruction est une transformation qui peut à la fois être la réalité scientifique et sociale. Ne vous souvenez-vous pas du début? Celui-là même qui nous a permis de déconstruire le sujet de cette joute. Au fur et à mesure de notre argumentation, nous l'avons reconstruit.
Il faut détruire pour reconstruire. Bravo les garçons, merci, parce qu'avec vous, vous clôturez le spectacle. Mais avant ça, il y a Lina et Lina. Pas compliqué à retenir. Lina et Lina est un duo, même si les prénoms sont les mêmes, composé de deux personnes très différentes. Lina est solaire. Elle est passionnée et plus tard, elle veut se sentir utile à la société. Elle veut lutter contre les injustices. Elle veut passer du temps en famille, en amis et pas devoir choisir. Bref, elle veut tout faire. Lina, quant à elle, est dans une constante recherche et découverte. Elle veut voyager, elle veut apprendre à connaître l'autre, elle veut aider les gens. Et selon elle, la barrière principale entre les gens, entre autrui et elle, c'est la langue. Et elle veut la casser, cette barrière, en devenant interprète. Je vous demande d'accueillir le dernier binôme de la soirée, Lina et Lina, quand elles seront prêtes. Un chat dans la gorge? Non. Non, ce n'est pas un chat que j'ai, mais un tigre enragé qui a longtemps été muselé. En votre présence, 2 jeunes femmes vont braver ce qui leur a longtemps été interdit, enlever la parole. Condamnées pendant de longues années au mutisme. À vrai dire, je préfère déplorer mes discours que regretter mes silences. Faut-il détruire pour reconstruire? Non. Aujourd'hui, ma parole ne servira pas à détruire nos chers adversaires pour ensuite reconstruire leurs arguments. Loin de là. Elle nous permettra de déconstruire certaines idées sans détruire aucun fondement. Détruire, c'est réduire à néant, sans laisser de traces. Alors que reconstruire, c'est créer quelque chose de nouveau, sans être sûr de faire mieux. On se demande alors, pourquoi? Pourquoi prendre le risque de tomber dans l'anarchie sans avoir la certitude d'un avenir au paysage coloré? À l'ombre de cette idée, Lina au carré se repose au soleil de la déconstruction qui, elle, offre des rayons d'avenir prometteurs en dissociant le bon du mauvais. La voilà notre solution. Déconstruire et non pas détruire. Viser la justice sociale est la chose la plus précieuse à faire dans la vie. Albert Einstein. Ainsi, je me demande quand est-ce que mes sœurs voilées se sentiront enfin écoutées. Mais écoutées par qui? Je me demande quand est-ce qu'ils arrêteront de se cacher derrière ce qu'ils appellent laïcité. Quand est-ce que le monde ouvrira enfin ses yeux? Mais comment faire? Car les détruire serait impossible. Ensemble, modifions leur présomption. Et si, au lieu de les nécroser, on leur expliquait pourquoi ont-ils tort par A plus B? Et si on déconstruisait ces mentalités? Et à partir de là, reconstruire leurs idées à ce sujet. Comprendre et communiquer. Les clés de la liberté. Comment peut-on penser que derrière un bout de tissu se cache l'ennemi, lorsque le seul voile qui est dangereux est celui de la haine qui recouvre vos yeux? Bien que j'aimerais détruire leur colère et leur haine, je ne peux pas. Détruire au sens large, c'est prendre le risque d'éliminer toute forme de progrès. C'est dire de manière plus qu'égoïste que tout ce qui m'a précédé ne vaut même pas la peine d'être exploité. Et que tout réduire en poussière serait bien plus efficace qu'apprendre de ses erreurs. D'ailleurs,
Où le monde en serait sans l'Égypte, la Grèce et la Rome antique, sans Newton, sans Aristote, sans Ibn Sina et sans toutes ces nombreuses personnes qui ont marqué l'histoire par leurs découvertes. Chaque aurore du matin me rappelle que la veille a existé. Elle ne cesse de me chuchoter que le meilleur moyen de changer le cours, de changer l'histoire, serait de m'en souvenir, de l'écrire, de quelquefois la corriger, de m'en inspirer, mais jamais, jamais de l'oublier, de la détruire. La Belgique, la France, l'Europe a plusieurs fois commis cette erreur, reconstruire à sa sauce après avoir tout détruit. Mais le problème ne réside pas là. Le mal est fait, mais est-il assumé? Les mémoires des personnes ont-elles été respectées? J'en doute fort. Ne pas détruire les souvenirs, même les plus insoutenables, est un devoir que chaque citoyen doit faire afin de ne plus revivre de tragédie. Apprenons ensemble de nos erreurs. Je n'oublie pas Lumumba et le Congo. Je n'oublie pas Malala et son combat pour l'éducation des filles. Je n'oublie pas Simone de Beauvoir et sa déconstruction des idées. Mais je n'oublie surtout pas cette planète que nous détruisons petit à petit. 26 mars 2023. C'était un dimanche classique. Une météo tragique. 4 saisons en un jour. Vous connaissez la Belgique. J'étais en train de faire mon devoir de mathématiques, loin d'imaginer que ce jour allait devenir symbolique. Quand subitement, la radio se mit à parler. À toute allure, je lâche mon bic. Il est vrai qu'au maths, je suis allergique, mais c'est bien cette annonce qui fit l'effet d'une bombe atomique. Oui, Charles, c'est exact. Comme l'an dernier, la Belgique a déjà atteint son jour de dépassement, ce dimanche 26 mars, soit l'ensemble des ressources renouvelables que la planète peut générer en un an, a été consommé. Fin du Flash Info. Waouh! Il ne nous a fallu que 84 jours. Faut-il détruire pour reconstruire? Mais n'avons-nous pas déjà assez détruit? N'avons-nous pas déjà assez consommé? Montée des eaux, inondations, fonte des glaces, chaleur, cyclone, sécheresse. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut tromper la réalité. Désormais, la nature ne rit plus. L'Amazonie brûle, et pendant qu'elle brûle, un pyromane jette de l'huile sur le feu. Il faut se rendre à l'évidence. Vous êtes les incendiaires, tenant au bout de vos doigts l'allumette, prête à se satisfaire. Toutefois, je ne vous jette pas la pierre. Oh non, soyons clairs. Ce n'est pas vous qui vous êtes trompés. C'est ensemble que nous l'avons fait. Je tire la sonnette d'alarme. Je suis de cette jeunesse qui saigne. Je suis l'objet, comme toute la nature et tous les animaux, d'une lente action de destruction qui anéantit ce qui à présent est devenu irréparable. Il est impératif de déconstruire nos habitudes afin d'en garder que les bonnes. Couper la partie avariée de la pomme sans pour autant jeter l'aliment. De façon générale, il vaut mieux se passer de la destruction, car elle n'est que passion sans raison. Détruire n'est rien d'autre que l'esprit enragé de l'être humain qui prend le dessus et qui se déchaîne. Les vestiges du passé font ce que nous sommes. Détruire, c'est oublier, c'est retirer toute présence de vie. Et puis détruire, ok, mais à quel prix? Si la Lune pouvait parler, elle en aurait des choses à dire, c'est sûr. Je lui ai donc demandé, écoute, je n'ai pas grand-chose à te dire, mais dis-moi, est-il vrai que pour reconstruire, il faut détruire? La Lune me regarda et se mit à rire. Elle riait si fort que le sommeil des étoiles en fut perturbé. La Lune posa ses yeux sur moi et me regarda avec tendresse, comme si nous n'avions rien compris. Merci. Et c'est ainsi que se clôture cette première partie de soirée. Je pense qu'on peut applaudir les 6 binômes qui sont passés ce soir. Le niveau était présent et c'est au jury de décider
Et aussi à vous, cher public. Vous verrez à la sortie de la pièce une urne. Oui, il y a une urne pour vous, pour déposer votre bulletin de vote. Donc faites-le, votez avec le cœur, mais mettez des petits commentaires. C'est toujours intéressant pour les jeunes de les recevoir plus tard. Et cher jury, on vous invite à passer en délibération et on vous souhaite bon courage. Et vous, cher public, on vous invite pendant le débriefing à partager avec nous un drink bien mérité. On vous demande donc de suivre Virginie qui est à la sortie pour aller vers la salle des glaces. Et on vous demande également de prendre vos affaires avec vous parce que la soirée se terminera là-bas. À tout à l'heure.